Bonjour à tous, ici Félix Baron. Conseil pour 2025, engueulez vos parents. Engueulez vos parents, mais aussi remerciez-les parce que c'est grâce à eux qu'on peut gagner de l'argent sur les marchés boursiers. Pensez bien à ça si vous présentez vos vœux à vos parents, à vos oncles, aux tantes, nés entre 1946 et 1962. Parce que si aujourd'hui il y a une bulle, peut-être une bulle sur les marchés, moi j'ai trouvé qu'il la gonfle, ce sont les boomers. C'est vrai qu'après 2024, année record sur les indices américains, qui n'a pas dit facilement il y a une bulle sur les marchés. C'est facile de dire qu'il y a une bulle, c'est plus dur de réfléchir. Si on regarde les chiffres, est-ce que vous savez que le ratio CAPE, qu'on appelle aussi le ratio de Shiller, c'est une version du PER qui prend en compte donc, la moyenne de bénéfices sur 10 ans, c'est cette moyenne qui divise la capitalisation du S&P 500, donc ce ratio CAPE de Shiller, hein, qui est censé donner un niveau de cherté de prix du marché, aujourd'hui il est à 37 fois, et c'est au-dessus, bien au-dessus de 32 fois le pic qu'on a connu en 1929. Donc c'est cet écart entre 37 fois et 32 fois qui pourrait nous dire qu'on est encore au-dessus de la bulle de 1929. Qu'est-ce que ça veut dire 37 fois de ratio CAPE en termes pratiques? Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui dépenser 37 dollars pour avoir 1 dollar de résultat. Certains voient dans ces chiffres la preuve d'une bulle, parce que les valorisations des entreprises boursières seraient trop élevées. Je suis pas aussi sûr de ça. Pour le dire autrement, bon, certainement les valorisations sont élevées, clairement. Mais question 1, est-ce qu'on doit vraiment se référer à 1929 en point de comparaison? Question 2, est-ce qu'en 96 ans, il n'y a pas eu des changements structurels sur le marché qui amènent à des valorisations plus élevées? Bah, sur la question 1, je dis non, on n'est plus en 1929. Sur la question 2, je dis oui, il y a eu des changements structurels. Et ils peuvent s'expliquer par le graphique qui s'affiche à l'écran, regardez bien. Ce graphique, il montre la relation entre la part de la population active aux États-Unis et la dette du gouvernement américain. C'est même pas une relation, c'est une corrélation. Et la dette du gouvernement américain en pourcentage du PIB. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est qu'à mesure que la population active diminue dans le temps, le ratio dette sur PIB augmente. Ah ah. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah déjà, petit rappel, ça nous rappelle que le PIB, mécaniquement, c'est le produit d'une population active et de gains de productivité. L'un ne va pas sans l'autre, hein. Vous pouvez avoir des populations très importantes, vous en avez en Indonésie par exemple, mais vous n'avez pas des gains de productivité très forts en Indonésie, c'est pour ça que le PIB est pas si élevé. Mais pour les USA, ça nous rappelle surtout que les baby boomers sont en train de quitter la population active depuis 10-15 ans, que les nouveaux travailleurs actifs ne remplacent pas assez en volume, en nombre, ces boomers, et que le gouvernement américain imprime de la monnaie pour combler ce fossé, cet écart entre une population active importante qui s'en va et une population active qui arrive, mais qui n'est pas assez importante. Imprimer de la monnaie, on peut appeler ça aussi le quantitative easing, l'helicopter money, l'argent magique, la planche à billets, etc. À mon avis, c'est cette politique d'argent magique qui provoque la décorrélation des valorisations boursières par rapport aux normes historiques, qui fait qu'aujourd'hui, on est à 37 fois le ratio de PER et qu'on était à 32 en 1929, mais que c'est pas une bulle. Ce 37 fois, c'est qu'une question de démographie. Les valorisations élevées sont liées à la démographie. C'est une tendance qui est en place depuis 10 ans et qui met en évidence la manière dont le système fonctionne. Je parle pour les États-Unis, mais pas seulement. S'il n'y a pas suffisamment de jeunes qui rentrent sur le marché du travail pour remplacer les générations plus âgées qui partent, et je raisonne à productivité égale, hein, il faudrait que les jeunes qui rentrent soient aussi productifs que les vieux qui partent, eh bien, s'il y a un fossé entre les deux, un creux, un écart, le gouvernement doit imprimer de la monnaie, de l'argent, pour subvenir aux besoins des plus âgés. Parce que les plus âgés, bah, ils ont plus de salaire et ils doivent quand même continuer à avoir un train de vie. Donc ils ont des besoins de retraite. Alors, aux États-Unis, ils cotisent pour leur retraite, mais pas uniquement. Ils ont des besoins de couverture sociale, d'infrastructure, de sécurité, de défense, bref. Ils ont besoin de faire tourner l'appareil de l'État pour eux. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis, alors qu'ils ont une année 2023 et une année 2024 avec une économie parfaitement saine, croissance du PIB presque aussi élevée que l'inflation, une inflation qui ne ralentit pas parce que le marché de l'emploi tourne à plein, euh, les perspectives sont plutôt bonnes. Donc vous avez un pays dont l'économie est très saine et pourtant qui a un déficit budgétaire de 1900 milliards de dollars. Ça n'a aucun sens. Et ça, petite parenthèse, c'est le cas des États-Unis. Imaginez que le cas de la France, qui n'a pas une économie saine et qui doit elle-même financer ses retraites. Notre déficit budgétaire, il n'est pas à 1900 milliards, mais notre situation, elle est bien pire de manière relative. Bref, je reviens aux États-Unis. Vous avez donc création d'argent magique, de plus en plus d'argent dans le marché, donc de plus en plus de demandes pour les actions qui marchent bien, les actions qui sont en forme, et donc des valorisations qui montent au ciel. C'est cet argent magique, c'est cette création, cette impression monétaire qui conduit à des distorsions dans le prix des actifs
et une disparité sur le marché parce que vous avez d'un côté énormément d'argent pour les entreprises qui sont en forte croissance, hein, les top 10 du S&P 500, du Nasdaq, et puis à l'autre bout du spectre, vous avez des entreprises zombies, des modèles plus industriels, moins tech, qui ont beaucoup moins de croissance et qui ne peuvent plus vraiment survivre sans perfusion des subventions de l'État. Et d'avoir des entreprises qui valent plusieurs milliers de milliards de dollars, ça signifie pas forcément qu'on est en bulle, parce que si vous regardez par rapport à la dernière bulle, vraie bulle sur un secteur donc tech de 2000-2001, aujourd'hui les Batman, les 7 magnifiques, les GAFAM, appelez-les comme vous voulez, bah, elles sont toutes rentables, ultra rentables, c'était pas du tout le cas en 2001, elles gagnaient pas un copec, elles sont sur des monopoles, elles sont à peu près toutes sur un monopole qu'elles se sont construites, et elles sont relativement peu endettées. Elles sont pas toutes endettées au même niveau, mais elles ont énormément de trésorerie, des centaines de milliards de trésorerie chacune. Donc ça, pour moi, c'est la preuve on n'est pas du tout techniquement dans une situation de bulle. Et puis, si on veut démontrer qu'on n'est pas dans une situation de bulle par les chiffres, eh bien, je reviens sur le ratio de Shiller. Quand on était au point bas du marché, donc à l'opposé d'une bulle en octobre 2022, notre ratio de Shiller, le ratio de Shiller de S&P 500, il était de 32 fois. Donc le ratio de Shiller d'un marché en point bas était le même ratio que celui du marché en bulle en 1929. C'est vraiment la raison pour laquelle le marché de 2024-2025 ne peut pas être comparé à la bulle de 1929, à une époque où on respectait la monnaie et on n'imprimait pas du dollar pour faire plaisir à nos chers boomers.